similaire en France. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle l'affirmative action, en fait, hein, qu'ils appellent Oui. comme ça aux États-Unis, c'est-à-dire en fait la discrimination positive. À une époque, ça avait été abandonné aux États-Unis parce que ça ne donnait pas de résultat. Et là, on voit que c'est en train de revenir. Et donc, en fait, c'est une discrimination à l'envers. On appelle ça la discrimination positive. Mais c'est une discrimination à l'envers. C'est une discrimination anti-blanc. C'est-à-dire qu'on va favoriser les non-blancs, les gens de couleur, soi-disant parce qu'ils seraient moins favorisés, parce qu'ils seraient plus pauvres, et donc qu'ils seraient aussi discriminés pour leur couleur de peau. Et donc, il faudrait leur donner un coup de pouce, il faudrait les aider pour compenser ce handicap. Mais en fait, il n'y a pas de handicap, il n'y a pas de discrimination anti-noir aux États-Unis comme en France. Tout ça, c'est faux. Mais on le voit venir aussi en France. Par exemple, on le voit dans les médias. On voit des gens, des journalistes qui sont sélectionnés uniquement parce qu'ils sont de couleur, parce qu'ils sont noirs, arabes. Et ils ne sont sélectionnés qu'en raison de leur couleur de peau, et non pas du tout en raison de leurs compétences, de leurs capacités, de leurs aptitudes. Pas du tout. C'est juste parce qu'ils sont noirs ou arabes. Donc on le voit aussi en France. Cette discrimination positive, elle existe aussi. Alors peut-être pas à l'université, quoique je pense que dans certaines écoles, etc., certaines universités, je pense qu'il y a quand même une discrimination positive. C'est-à-dire qu'ils sélectionnent des gens uniquement parce qu'ils sont issus des minorités raciales, en considérant qu'ils seraient handicapés par leur couleur de peau ou par leur origine sociale. Et donc, on va les sélectionner en priorité. On va les choisir en priorité. Donc, c'est une sorte de passe-droit. Donc, ça existe aussi en France, comme aux États-Unis. D'accord. Parce qu'en ce moment, les Asiatiques sont en train de faire un procès contre l'université Harvard parce qu'ils ont été discriminés, paraît-il, devant les Noirs qui ont été invités à leur place avec souvent des notes inférieures. Ceci dit, les Asiatiques ont toujours les meilleures notes et enfin, c'est ce qu'on a vu dans les endroits. Maintenant, les Blancs n'ont pas fait n'ont pas encore porté ils n'ont de plainte, par exemple. Merci. Ils n'ont pas porté plainte contre Harvard jusqu'à maintenant, hein, mais il paraît que ça va se faire. Ah mais ils devraient le faire, parce que là on favorise les Noirs au détriment d'autres minorités raciales comme les Asiatiques, qui sont pourtant plus méritants. Et puis bien sûr, il y a la majorité blanche qui elle aussi, forcément, subit un préjudice, puisque il y a deux postes, il y a un seul poste, il y a un blanc et un noir, pour le même poste, pour la même place, eh bien on va sélectionner le noir à la place du blanc. Pourvu qu'il a quand même des notes enfin à peu près pareilles, mais même si les notes sont inférieures, souvent il va être choisi à la place du blanc. Voilà, exactement. Alors, j'ai vu un article que tu m'as envoyé sur le vol à la poste. Hein. On vole des choses à la poste, surtout la disparition de l'argent envoyé en recommandé. Moi, c'est toujours par virement bancaire que je procède quand je veux envoyer de l'argent, mais cela présuppose un montant supérieur à 35 $ ou l'équivalent en euros. Tes pensées là-dessus sur les distinctions que nous devons faire entre les mots perte, disparition et vol à l'intérieur de la poste, j'entends. Alors en fait, la poste utilise toujours le mot perte parce qu'elle part du principe que ça ne peut pas être un vol. Donc elle dit perte. Si elle était honnête, elle dirait disparition. Donc la disparition, ça laisse la porte ouverte à la fois à la perte et au vol. Ça laisse entendre qu'il peut s'agir aussi bien d'une perte que d'un vol. Donc on parle de disparition qui est un mot neutre. Mais la poste, elle utilise systématiquement, c'est comme les hôpitaux quand il y a un vol dans une chambre d'hôpital. Ils utilisent systématiquement le terme de perte comme si un vol était impossible. Et c'est fait exprès pour couvrir leurs salariés, pour couvrir leur personnel. Alors qu'ils savent très bien qu'il y a des vols, mais ils ne communiquent pas sur ce sujet, ils ne veulent pas le reconnaître. Moi, j'ai envoyé un courrier de plainte auprès de la Poste pour leur dire que l'un de mes courriers a été ouvert et l'argent a été volé. Ouais. Et ça, c'est inadmissible. On peut bien sûr faire un virement, mais on a le droit aussi d'envoyer de l'argent en espèces. On peut parfaitement le faire parce que c'est plus pratique. Et surtout, ça évite de laisser une trace. Parce que quand on fait un virement, on sait très bien qu'en France, il y a une législation qui est extrêmement contraignante sur les dons d'argent. Quand on donne de l'argent au-delà d'une certaine somme, on doit payer de l'impôt dessus. Exact. On ne peut pas donner librement. Alors que quand on donne des espèces, au moins, il n'y a pas de trace.
On peut donner la somme qu'on veut, on n'aura pas l'État et le fisc qui viendra prélever de l'impôt. Donc c'est pour ça que c'est un aspect très libre. Le fait de donner des espèces, ça nous permet de ne laisser aucune trace et de faire les choses en toute liberté. Ouais, donc moi j'ai toujours fait ça, j'ai toujours envoyé de l'argent en espèces. J'ai aussi fait des virements, mais c'est très pratique de pouvoir envoyer de l'argent en espèces par courrier. Et pour la première fois, eh bien, mon courrier a été ouvert et l'argent a été volé. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'on ouvre les courriers privés et qu'on pille l'argent qui se trouve à l'intérieur. Donc j'ai envoyé une lettre à la poste pour me plaindre et pour les prévenir que leur personnel ouvrait les courriers et volait l'argent qui se trouvait à l'intérieur. Oui, en fait, il faudrait, ça passe aussi, au lieu d'avoir la poste, il faut avoir recours à DHL ou à FedEx ou à des compagnies privées comme ça, alors, pour oui, faire c'est ça. Trouver un moyen plus sûr pour vraiment éviter le vol, pour être certain que le vol soit impossible. Essayer de sécuriser au maximum l'envoi. D'accord. Tu m'as envoyé un article aussi du groupe BFM TV sur les couples et comment ils gèrent leur argent en France. 6 sur 10 combinent leurs revenus ensemble. En es-tu d'accord? Alors là, vraiment, j'ai été étonné parce que je suis totalement contre ça. Pour moi, ça procède d'une philosophie communiste. C'est-à-dire qu'on met tout en commun. Moi, j'estime que dans un couple, chacun a son revenu, chacun a son compte courant, son compte principal, qui est un compte personnel, et on ne doit pas mélanger les revenus. Non, le mari peut faire un cadeau à sa femme, évidemment, et l'inverse aussi, mais il n'y a pas de raison de mélanger, d'avoir en fait un compte courant qui soit un compte commun. Alors on peut avoir deux comptes aussi, on peut avoir chacun a son compte principal, son compte personnel, et à côté de ça, on peut avoir un compte commun si on veut. Mais on ne peut pas remplacer le compte principal, le compte personnel, par un compte commun, par un compte qui est mis en commun pour les deux personnes, en fait. C'est-à-dire que les deux personnes reçoivent le revenu sur le même compte. Pour moi, c'est une aberration. C'est absurde. Chacun doit avoir son compte pour avoir une lisibilité. Voilà, chacun a son revenu, chacun a son compte, chacun est indépendant, autonome. Voilà. Donc moi, c'est un esprit de liberté. Donc je ne comprends pas comment on peut tout mettre en commun. Et il y a 6 Français sur 10 qui mettent leurs revenus en commun et leur compte en commun. Je trouve ça complètement aberrant. Thomas, Pépin Le Haller, comment vois-tu les derniers sondages sur Trump? Si Biden-Harris devait passer, est-ce que la France serait contente de ce nouveau couple mixte? Est-ce que la France déteste Trump autant que la gauche américaine? Alors malheureusement, oui, parce qu'en fait, en France, même la droite française, la fausse droite, je me souviens très bien de l'époque de Chirac, Sarkozy, etc. Eh bien, le problème, c'est qu'en effet, en France, on est pro-démocrate. Parce que la France considère qu'un pouvoir démocrate est plus dans son intérêt qu'un pouvoir républicain. C'est complètement idiot. C'est un raisonnement complètement idiot. Donc même la droite française, elle préfère les démocrates aux républicains et elle préfère, en l'occurrence, le camp démocrate à Donald Trump. Même la droite en France. Mais on n'a pas de vraie droite en France. C'est une fausse droite, ce n'est pas une vraie droite. La vraie droite, elle soutient Trump, évidemment, parce que Trump, c'est le candidat de droite par excellence. Trump représente la droite traditionnelle, la droite libérale, conservatrice, chrétienne. Et donc, toute personne de droite libérale, conservatrice, chrétienne, quand je dis libérale, c'est au sens économique, ce n'est pas au sens américain, au sens européen. C'est-à-dire libérale au sens économique. Eh bien, la droite libérale, conservatrice, chrétienne, elle soutient forcément Trump. Et malheureusement, en France, on est anti-Trump, malheureusement. C'est très curieux parce que Trump était démocrate pendant une partie de sa vie, jusqu'à ce qu'il découvre la vérité, comme on dit en anglais. Hein. Exactement. Il finançait d'ailleurs les démocrates. Je me souviens qu'il les finançait à l'époque. C'était un mécène. Il finançait politiquement, il a financé des démocrates avec son argent à l'époque où il n'était pas homme politique. Mais curieusement, moi, j'ai plus confiance dans des gens qui ont été démocrates, qui ont vu les deux côtés et qui ont choisi leur côté plutôt que de voir qu'ils sont des républicains de base dès le début ou démocrates dès le début. Très bon exemple, par exemple, George Bush. On voit très bien que George Bush, il a toujours été républicain. Pourtant, George Bush, ce n'est pas un homme de droite. Il préfère la gauche, il préfère les démocrates à Donald Trump. Oui. Et par exemple, c'est un exemple, c'est un néoconservateur. Ce n'est pas un conservateur, c'est un néocon. Ce n'est pas du tout la même chose. Et j'ai vu ce matin aussi que Colin Powell, qui était aussi un
un des gens à côté de Bush, aussi, il a choisi le côté démocrate, hein, le Biden maintenant. Ça ne m'étonne pas, mais Colin Powell est d'origine, c'est un Afro-Américain, donc c'est pas surprenant. Ouais, exactement. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais te parler, on a très peu de temps qui nous reste, hein. Je voulais peut-être, si tu devais dire un petit mot sur la chirurgie esthétique en France, quand est-ce que c'est nécessaire et est-ce que le tatouage populaire en fait partie? Je parle du tatouage. Alors, le tatouage, pour moi, le tatouage, c'est une catastrophe parce que, en général, c'est un effet de mode. On se fait tatouer. Et puis, la mode, elle passe très rapidement. Et le tatouage, on ne peut plus l'enlever. Donc, non seulement un tatouage, c'est moche, c'est de mauvais goût, c'est vraiment beauf. Selon moi, c'est beauf. Et en plus de ça, on voit, par exemple, je prends un exemple, Mike Tyson. Il s'est fait tatouer le visage, le côté gauche du visage. C'est un tatouage de style maori. À une époque, les tatouages maori étaient très à la mode. Aujourd'hui, il a son tatouage maori à la con sur le visage. Il ne peut plus l'enlever. Et il est totalement ridicule et ringard. Parce que le tatouage maori est passé de mode, c'est devenu ringard. Et c'est trop tard. Il ne peut plus l'enlever. Il a un tatouage sur le côté gauche du visage, il ne peut plus l'enlever. Moi, j'ai toujours été contre les tatouages. Parce que c'est moche, ça ressemble à rien, et ça passe de mode, et on devient complètement ringard. Concernant la chirurgie esthétique, j'ai toujours été contre la chirurgie esthétique, parce que les résultats sont catastrophiques. On voit Madonna. J'ai vu ses photos sur Instagram, elle ne ressemble plus à rien. On ne la reconnaît même pas, la pauvre Madonna. On ne la reconnaît même pas. Elle est méconnaissable. Il ne faut jamais faire de chirurgie esthétique. La ride, c'est simplement la marque du temps, et ça n'est pas moche. Ça n'est pas moche, c'est juste la marque du temps. Mais il ne faut jamais faire de chirurgie. Sauf peut-être pour le nez, quand on a vraiment un nez qui est vilain, la rhinoplastie, ça donne toujours de bons résultats. Ou quand on a les oreilles décollées. Les oreilles décollées, alors là, on va faire recoller les oreilles. Mais il ne faut jamais toucher au visage en dehors du nez. Quand on touche à ses lèvres, c'est catastrophique. On touche à ses seins, c'est catastrophique. On touche aux yeux, c'est catastrophique. Il ne faut jamais tomber là-dedans. Parce qu'après, c'est irréversible. On ne peut plus rien faire. C'est trop tard. On est défiguré et c'est fini. Bon, Thomas, nous avons fait le tour de l'actualité. On a très, très peu de temps qui nous reste. Donc, je voudrais aujourd'hui remercier Thomas Pépin-Le Haller pour sa présence. Si vous, mes chers auditeurs, voulez lire plus sur la France actuelle et l'ISF, veuillez consulter le blog de Thomas Pépin-Le Haller, inutilejournal.blogspot.com, ou alors télécharger cette émission de societybitesradio.com ou richardbond.com. Nous nous sommes entretenus aujourd'hui avec Thomas Pépin-Le Haller à Paris sur Curmudgeonly Yours, une émission de Society Bites Radio, une plateforme Internet de podcasts éclectiques. Ces podcasts sont également disponibles sur d'autres plateformes telles que Sound Echo, Spotify, iHeartRadio, iTunes et une foule d'autres. Pour entendre ceci et d'autres podcasts, cliquez sur societybitesradio.com, Cultural Presenters, Global Culture, ou s'adresser à richardbond.com et cliquez sur podcast. Je m'appelle Richard Bond. Merci Thomas Pépin-Le Haller. Merci beaucoup Richard. À bientôt. So I'd like to thank our guests for being on Curmudgeonly Yours today. And please, if you like what you heard, send me an email to richard@richardbont.com. And if you didn't, please keep your comments to yourself. Remember, this is Richard Bont and Curmudgeonly Yours on Society Bites Radio, where everything is what it seems, nothing is what it seems, and what is not said is often of most interest.